exposé qui va nous permettre d'abord de nous appesantir sur quelques définitions, puis de revenir sur les objectifs même de la planification. Parce qu'il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'on fait la planification. On ne fait pas la planification au bonheur de la chance, c'est-à-dire qu'on s'est levé un matin comme ça, on dit bon, il faut qu'on planifie. On planifie avec un objectif bien précis qu'on recherche. Si on n'a pas cet objectif dans la planification qu'on va faire, elle va nous faire passer à côté de ce qu'on devrait avoir. C'est pour ça qu'il y a parfois dans certaines CDI, vous arrivez pour poser la question, est-ce que vous disposez de documents de planification? Oui. Est-ce que vous disposez de tels documents? Est-ce que le nom d'un de ces documents, ça peut être le PDC, ça peut être, on a fait le PCD jusqu'à maintenant, parce qu'officiellement, là, il n'existe aucun PDC sur le territoire. Aucun. Il n'existe aucun. Et c'est à partir de ce qu'on fait maintenant qu'on va continuer pour pouvoir plus tard mettre en œuvre les PDC dans les communes. Ce sont les PCD qui existent, PCD qui ont même été actualisés dans certaines collectivités territoriales. Mais maintenant, le nouveau jargon voudrait qu'on appelle PDC, Plan de développement des communes, communauté urbaine, parce que cette fois-ci, on a aussi ce volet dans le guide. Et cette formation que nous vous suivrez ici, là, elle va être faite non pas sur la base des savoirs respectifs que M. Olinga et moi avons, mais d'abord sur la base du document qui encadre ça. Et la base juridique, là, c'est le guide d'élaboration des PDC, des communes et des communautés. Donc, ceux parmi vous qui ont déjà parcouru ce guide, vous vous retrouverez très à l'aise avec ce qu'on aura à faire ici. Sauf que nous avons reçu mandat de la hiérarchie aussi que, pendant qu'on déploie cette formation, nous parlons du Mindevel, qu'on s'assure que les éléments manquants que le guide n'a pas abordés, qu'il aurait pu aborder pour que ce soit suffisamment clair, qu'on vous les transmette aussi. Parce qu'au niveau du guide, c'est un guide qui va aussi connaître des améliorations avec le temps. Donc c'est pourquoi nous prenons la peine d'insister d'abord là-dessus. Donc au-delà de ces objectifs-là que nous vous présenterons, nous allons aussi vous présenter quelques principes directeurs d'un plan régional de développement. Ici, nous aborderons ces principes parce que dans le cadre de cette formation, il est question que pendant que vous acquérez des connaissances sur le PDC, qu'on s'assure que vous avez aussi reçu quelques connaissances sur le plan. C'est écrit PRD, Plan Régional de Développement. Mais nous sommes persuadés que dans les jours qui viennent, il y aura aussi probablement un nouveau du PDR. C'est ça, non? Est-ce que je parle seul? C'est ça ou c'est pas ça? Parce que si on est passé du PCD au PDC, du plan communal de développement au plan de développement communal, ça veut dire qu'on va aussi passer du PRD, Plan Régional de Développement, au plan de développement régional. Ce n'est pas qu'une question de sémantique, hein. Le contenu aussi change. Et vous allez vous constater, tous ceux que j'ai vus qui ont déjà fait la planification là, vous allez suivre des choses ici là que vous n'avez pas souvent suivies de cette manière. Parce que le nouveau guide a repositionné d'une certaine manière. Et il faudrait qu'on intègre ça, parce que c'est ça le guide officiel. Donc, pour ce qui est de cette première présentation, en définissant quelques concepts, il y a des concepts importants qu'il faudrait que vous compreniez. Nous ne vous amenons pas à les définir juste parce qu'on veut vous occuper. On aurait pu se passer de ça. Mais c'est parce que si on ne les définit pas maintenant, dans la suite de la formation, quand on va aborder des aspects en lien avec la programmation, ou bien des aspects en lien avec la planification, si vous n'avez pas compris certaines choses ici, vous serez un peu perdu quand on va expliquer ces aspects-là. C'est pourquoi on dit par exemple que une action, c'est une composante élémentaire d'un programme dans lequel on associe des objectifs précis, explicites, mesurables et des indicateurs de performance. Parce que quand on parle de PDC en mode programme, c'est parce qu'en fait, le plan de développement communal va être élaboré et rédigé en contenant un budget qui est présenté en mode programme. Et dans ce budget-là, il y aura ce qu'on va appeler action. Et il faudrait bien qu'on ait intégré ça. Lorsqu'on parle de développement local, ça renvoie à tout ce qu'on peut avoir comme mobilisation des ressources humaines, économiques, socio-culturelles, pour l'amélioration et la transformation des conditions des communautés au niveau local. Ça veut dire que quand on parle de développement local, on entrevoit ici tout ce qui peut être mené comme action ou comme activité qui vont concourir à ce que les conditions de vie des populations au sein d'une aire géographique donnée soient améliorées. C'est ça en fait qui concourt, qui participe au développement local. Toujours en matière de planification, lorsqu'on parle de planification, plus précisément, on dit que c'est un exercice qui consiste à projeter dans l'avenir des évolutions plausibles du développement socio-économique à un horizon donné et à élaborer un cadre d'action global. Le niveau de français là est trop soutenu. En français facile, lorsqu'on parle de planification, on entrevoit ici le fait qu'on se projette à un horizon donné et on essaye de se fixer des objectifs par rapport à cet horizon
Et par rapport à cet objectif qu'on s'est fixé, on identifie tout ce qui peut nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Et là, on parle de planification. C'est pourquoi vous verrez que dans les documents de planification, notamment le PDC, comme on le dit maintenant, dans le PDC par exemple, il faudrait qu'on parle de ce qu'on appelle le cadre logique sectoriel. C'est dans le cadre logique qu'on procède à la planification. Parce que secteur par secteur, on peut dire, ok, on a vu dans le domaine de la santé que la situation de référence dans la commune de Mouanko, c'est qu'il y a 24 centres de santé intégrés. 12 n'ont pas de matériel, de lits, de salles d'accouchement, rien. 11 n'ont pas suffisamment d'infirmiers. Tel n'ont pas. Ça, c'est la situation. Mais dans la planification, on va commencer à se dire, ok, pour résoudre le problème de difficulté d'accès aux soins de santé de qualité à Mouanko, qu'est-ce qu'il faut projeter dans le futur comme activité qui devrait être réalisée pour résoudre ça? C'est là où on va donc prévoir l'affectation du personnel soignant. C'est là où on va donc prévoir maintenant la construction des blocs maternité ou je ne sais trop quoi qui n'existait pas. C'est là où on va donc prévoir ça. Quand on fait ça, on est dans la planification. C'est-à-dire qu'on se projette dans le futur. Maintenant, tout à l'heure, quand j'ai posé la question dans le quiz, j'ai demandé c'était quoi? Il y a le plan directeur d'urbanisme qui est un document qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement d'un territoire urbain, la destination générale des sols et la programmation des équipements. Ça veut dire que lorsqu'on dispose d'un plan directeur d'urbanisme, on ne fait plus les investissements n'importe comment. Dans la salle, il y a les architectes qui sont là, il y a les urbanistes, ils savent très bien de quoi je parle. Donc, on ne fonctionne plus, ou du moins, on n'investit plus en positionnant les infrastructures de manière anarchique. On s'assure qu'on a respecté un certain nombre. Puis, lorsqu'on parle de plan de développement d'une commune ou d'une communauté urbaine, il s'agit d'un document qui présente les défis d'une commune ou d'une communauté urbaine en matière de développement, ainsi que la stratégie de développement à mettre en œuvre sur une période quinquennale. C'est-à-dire qu'ici, là, dans nos PCD, on avait par exemple le fait qu'on ne mettait plus l'horizon. On ne disait plus que c'est sur 5 ans, c'est sur ceci. Maintenant, dans le PDC, on a reconduit ça. On faisait déjà dans le PCD la planification et la programmation sur 5 ans. Parce que le budget programme, on le faisait sur 5 ans. Mais au niveau du titre même, on ne mettait plus 5 ans à l'époque. S'il y a des anciens ici qui ont connu avant le PCD, on parlait déjà de PDC. Mais ce que vous devez retenir, c'est que on présente les défis de la commune et en même temps, on se projette dans la stratégie de développement à mettre en œuvre. Sauf que pour établir les défis, il faut d'abord qu'on connaisse même ce qui existe, ce qu'il y a. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit, on part d'abord de la situation de référence. On a quoi au départ pour savoir qu'on va partir du point A vers le point B. C'est ça le principe. Maintenant, nous avons le plan sommaire d'urbanisme, qui est un document qui fixe l'affectation et qui définit le périmètre de chaque zone. Le PRD, c'est le plan régional de développement. On a dit que certainement il va s'appeler PDR bientôt, qui est un document d'expression des besoins, de priorisation et de cadrage des actions de développement à court et moyen terme, d'une part, ceci avec la participation des populations et autres acteurs de développement régional. Ça se comprend comme ça. Il n'y a rien de compliqué, rien de mystique, rien de mystérieux là-dedans. C'est vrai, non? C'est facile à comprendre. Voilà. Alors, on a un autre thème qui est important lorsqu'on aborde les questions de planification et de programmation. Généralement, on parle de la gare. La gare, c'est quoi? Gestion, axée sur les résultats. Parce que si on veut être performant, il faut qu'on passe par ça. On ne peut pas être performant si on n'applique pas les principes de la gare, qui est la gestion axée. C'est pourquoi dans le cadre de cette formation, nous revenons dessus. Parce qu'il sera question à un moment donné qu'on puisse s'assurer qu'on a appliqué les principes directeurs de cette gestion axée sur les résultats. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, on a aussi le thème, plan local d'aménagement. On va revenir dessus. Je vais d'abord passer. Nous avons un autre thème que vous connaissez très souvent, qui est l'intercommunalité. L'intercommunalité. Qui me dit comment il comprend ça? Le concept d'intercommunalité. Tu veux un volontaire? Ou bien une volontaire? Parce que je n'ai pas encore entendu. Tu peux m'expliquer un peu comment elle comprend le concept d'intercommunalité? Hein, une volontaire? Yes. Bon, c'est le fait que 2 communes ou plusieurs communes se mettent ensemble pour réaliser des projets dans le partenariat. Elles sont pas applaudies, applaudissez, applaudissez, même si c'est pour chasser le sommeil, applaudissez. Ne soyez pas jaloux, elle a répondu comme il fallait.
L'intercommunalité, ça rentre dans cela. Le fait qu'une ou plusieurs communes s'associent pour réaliser collectivement un certain nombre d'activités, ça peut être des projets, ainsi de suite. On a souvent évoqué le fait que les communes devraient penser à se mettre ensemble pour acquérir des parcs d'engins, ainsi de suite, pour pouvoir ensemble gérer les questions de territoire, de route et autres. C'est ça qu'elle a dit. Comme ta réponse est très brève là, vous voulez faire comme si vous n'avez pas compris. Nous, on a compris. Ne faites pas comme si vous dormez. Il n'y avait pas le haricot au petit déjeuner là. Donc je sais que vous n'avez pas sommeil. Je sais. On est ensemble, non? Très bien, merci. Donc, pour revenir donc à ça, si on veut donner un peu plus de détails, on dit que c'est un procédé qui permet aux communes de mettre ou de gérer ensemble des ressources humaines, matérielles, financières pour assurer un fonctionnement optimal d'un service local. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut choisir. Ils peuvent choisir une activité, un projet collectif et puis se mettre ensemble. Elle peut porter sur le ramassage des ordures, sur l'eau, sur l'assainissement urbain, l'élaboration des projets, programmes de développement. Bref, ça peut porter sur plusieurs thématiques. Maintenant, lorsqu'on parle de la chaîne PPBS, c'est important qu'on connaisse. Là, le premier P, c'est quoi? Le premier P de PPBS, c'est quoi? Planification. Le deuxième P, c'est quoi? Programmation. Le troisième, budgétisation. Et le quatrième, suivi. C'est-à-dire qu'il faut bien voir la chronologie. Hein. On planifie d'abord. C'est-à-dire que dans la planification, on se dit, il faut quoi pour développer le secteur de la santé? C'est ici dans la planification qu'on pense. Oh, il faut une morgue. Oh, il faut une ambulance. Oh, il faut un pavillon maternité. Oh, il faut un pavillon mère-enfant. Oh, il faut ceci. On est dans la planification. Dans la planification, on est dans la prospective. Maintenant, quand on a fini de planifier, on se dit, OK. Maintenant, il faut qu'on essaie de se dire, quelle est la programmation qu'on peut faire de ça? Non, on ne peut pas acheter l'ambulance. On construit la morgue. On construit le centre mère-enfant. On construit tout ça la même. Mais on ne peut pas. Pour programmer, il faut échelonner dans le temps. C'est ça la programmation. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a le plan d'investissement annuel, on a le CDMT, cadre de dépenses à moyen terme, qui est sur 3 ans. C'est là, ce sont les éléments de la programmation. Mais à côté de ça, pour programmer, il faut être sûr qu'on maîtrise la ressource. Mon ami, si tu as une pièce comme moi en poche, tu ne t'arrêtes pas là où on vend les écrans plasma. Tu pars là où on vend les arachides grillés. Parce que rien que ta pièce que tu as là te dit déjà que si tu pars là où on vend le pain que Adja apporte là, on ne peut pas donner. C'est une manière de dire que quoi? Quand on se lance dans la programmation, on tient compte du budget, de la ressource disponible. C'est ça qui fait que vous qui êtes dans les CTD là, vous avez souvent, quand vous devez faire vos budgets communaux à un moment donné, vous voyez les lettres qui arrivent là, où le préfet rappelle, qui veut les budgets réalistes, et vous voyez la circulaire qui vient d'abord au niveau supérieur, c'est ça, non? Vous êtes SG, vous savez de quoi il parle. Donc, ça vient, vous n'êtes pas SG, mais les SG connaissent. Vous êtes SG, mais pourquoi? Voilà, Marois deuxième, c'est ça. Il y a la circulaire qui annonce là, mais on précise quoi dedans? On dit qu'il faudrait que les budgets soient réalistes, on est sur les ressources mobilisables, disponibles, machin, qu'on se fonde sur les conventions signées. On ne prévoit pas les choses où on est dans le rêve. Maintenant, le suivre. Parce qu'on a fini avec tout ça, il faut qu'on suive. Donc, c'est une manière de dire que quel que soit ce qu'on a à faire, et même les interventions qu'on aura à faire ici, vous verrez qu'on va se servir de cette chaîne PPBS pour pouvoir vous montrer comment la bonne planification, la bonne programmation, la bonne budgétisation et le suivi doit être intégré dans tout ce cycle. Ça, c'était pour un peu expliquer afin que nous puissions bien nous comprendre. Maintenant, les autres éléments, planification, planification communale, planification locale, planification régionale, planification nationale. J'ai expliqué tellement planification ici que tout ce qui est différent dans ce que j'ai dit, c'est national, régional. Quoi encore ici? Communal. Quoi encore ici? Local. Sauf que maintenant, le guide qu'on a nous dit que on a un guide qui nous permet de savoir comment élaborer un plan de développement. Donc, on fait une planification à l'échelle de la commune, à l'échelle de la communauté urbaine, à l'échelle de la région. C'est-à-dire que le guide nous permet de nous positionner. Ça veut dire que le local ici n'est plus un local qui est orphelin, qui ne sait pas où il se positionne. Un local qui a une assise territoriale. Ça peut être dimensionné au niveau de la commune, ça peut être dimensionné au niveau de la région, ça peut être dimensionné au niveau national. C'est pourquoi dans les présentations qui vont suivre, vous aurez des éléments qui vont vous montrer l'ancrage qu'il y a du niveau national jusqu'au niveau le plus bas. Donc, c'était ça. Maintenant, pourquoi est-ce que nous planifions? Il a dit qu'on va faire 5 jours ici, on est déjà à moins 4 jours et demi. Les 4 jours et demi qui nous restent dans le travail ici là. On fait ça pourquoi? Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu es d'abord là. Ça veut dire que tu ne vas rien comprendre à ce qu'on a en train de faire.
Nous, on parle de planification. Et dans la planification que nous parlons d'une planification qui est à l'échelle de la commune, qui est à l'échelle de la communauté, et on s'appuie sur un guide qui a été commis par le Mindevel et qui voudrait que désormais, vous changiez. Non, changer c'est trop léger. Il y a un terme là. Quand on veut éjecter tout un truc d'un système informatique là, vous formatez. C'est-à-dire que vous formatez l'ancienne compréhension qui voulait qu'on parle du PCD pour intégrer la nouvelle formulation qu'on parle du PDCCU. CU là, c'est pour communauté urbaine. Donc, quand quelqu'un va lever le doigt ici, je ne dis pas pourquoi vous ne vous levez pas le doigt. Et qui va vouloir poser une question, que dans mon autre PCD, on aura un problème. Intégrer du PDC, plan de développement communal. Donc, on planifie parce que on veut en fait avoir un suivi objectif de développement. C'est-à-dire qu'on veut sortir d'une situation, à l'époque, dans certaines CTD, quand les élections passaient et que le magistrat municipal voulait remercier ceux qui l'ont élu, il dit que il y a les gens du village tel, il faut que je leur donne un point d'eau. Voilà comment il parlait. Hein. Il appelle, il dit, LG, tu vois qu'on peut faire comment? Donnons un forêt. Non, il ne dit pas forêt, il dit un point d'eau à tel endroit. Donnons. C'est comme ça qu'on réfléchit à certaines choses. Or, quand on a un document de planification disponible, on ne réfléchit pas sur donnons, on veut remercier les gens qui nous ont élus. On s'appuie sur une base objective. Et la base objective, c'est le document de planification. C'est ça que nous parlons. Que l'on soit au niveau de la commune, où on a le plan de développement communal, que l'on soit au niveau de la communauté, où on a le plan de développement communal et des communautés, que l'on soit au niveau de la région. Moi, je travaille dans le secrétariat technique, l'élaboration du plan régional de développement de la région du Centre. Et toutes les étapes, j'ai vu. Mais ce que je peux dire, c'est que si on n'a pas un document de planification qui nous montre ce qui devrait être fait de manière objective, on peut se retrouver en train de faire des acquisitions, des engins, des ceci. On peut faire beaucoup de choses dans le vide. Après, on ne fait rien avec. Mais quand on s'appuie sur ce qui est planifié, on est sûr que ce qu'on réalise là, c'est pour résoudre tel problème. Voilà pourquoi on dit qu'on planifie pour ça. On planifie parce qu'on veut mobiliser de manière adéquate les différents acteurs autour des enjeux de développement. Souvent, les gens disent que non, quand on est allé à l'extérieur, on voulait mobiliser tes financements, on a dit que non. Quel est votre document de planification? On n'avait pas. Ou bien notre document de planification n'était pas à jour. Vous parlez du plan de développement communal. C'est normal. Est-ce que toi, quand ton fils vient, il se tient et dit, papa, maman, j'ai besoin d'argent. Tu dis quoi? Il dit, j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. Il dit, l'argent, c'est quoi? Il dit que je veux tel montant. C'est pour faire quoi? Quand tu vas me donner, je vais réfléchir. Hein? Ton enfant te dit que tu vas lui donner l'argent, qu'il va réfléchir. Toi-même, tu vas lui donner l'argent. Mais quand il vient, il dit, papa, attends, écoute-moi un peu. Là où tu vois là, j'ai pensé que si je commence à faire telle chose, je fais comme ça, je peux garder chaque mois tel petit montant, je vais payer le taxi normalement, je vais. Mais pour ça, il faut d'abord que tu me donnes ça. Là, tu dis, ah, là maintenant tu réfléchis parce que c'est sur la base réaliste. Il y a quelque chose. Parfois on dit comment c'est qu'on veut te frapper. On a bien conçu un bon plan là. Et comme ça coule dans les oreilles, toi aussi tu tombes sans glisser, tu donnes les rôles, l'enfant va te prendre. Donc nous sommes dans les présentations introductives et on rappelle pourquoi est-ce qu'on fait la présentation. Ne soyez pas pressés. On va entrer dans le cœur du sujet, les choses qui font mal. Apprenez d'abord l'introduction, c'est comme ça, comprenez bien. Si vous êtes pressé de faire le deuxième, le troisième niveau de votre immeuble, sans bien faire les fondations du premier, quand vous allez monter par contre, ça va s'écrouler. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'on planifie aussi, pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des politiques nationales de développement, pour aider les communes et tous les acteurs de leur territoire à construire une vision partagée de leur développement. Il y a des communes, des CTD, toi qui parles de communes. C'est-à-dire que tu entres dans la commune là, il y a le HCR, il y a CARE International qui est dedans. Il y a ici où c'est Viva Logon qui est dedans. Il y a Mideviv qui est dedans. Il y a au moins 40 acteurs qui interviennent. Je dis, monsieur le maire, est-ce que vous avez une idée de la présence des acteurs là? Ce que ça vous rapporte? Il dit, mon frère, moi-même je vais voir seulement passer. Un maire m'a dit ça dans une commune, je vais voir, moi-même je ne sais même pas. Ça veut dire que la coordination minimale qu'il devrait avoir entre les acteurs qui interagissent dans un territoire donné n'existe pas. Or, si on a bien pensé et bien planifié, lorsqu'on a des structures comme celle-là qui viennent dans notre territoire, les conventions qu'on devrait signer avec elles devraient rentrer dans le cadre de la mise en œuvre des projets bien précis qu'on a planifiés pour le développement. Ça va plus se faire de manière désordonnée. Donc, voilà pourquoi on dit aussi que c'est pour aider les CTD à mieux programmer les investissements à travers une vision de développement.
c'est pour aider à l'élaboration d'une monographie du territoire, c'est pour accompagner les CTD afin qu'elles remplissent les missions de développement, c'est aussi pour aider les acteurs de développement à améliorer l'efficacité de leurs interventions. Qu'on ne se retrouve pas en train de faire les mêmes choses tout le temps. Moi, je me rappelle, il y a une époque, dans le centre, la région du centre, on avait le PNDP, Programme national de développement participatif, qui faisait dans le coaching des communes, le coaching pour améliorer les finances des communes. On avait GIZ, qui faisait aussi dans le coaching des communes. Mais il a fallu un moment qu'on s'appelle, on se dit que, attends, asseyons-nous. Si vous êtes déjà à Ayos, dans la commune d'Ayos, autant nous, au niveau du PNDP, qu'on soit dans la commune de Mengan, au lieu qu'on se retrouve tous dans la commune d'Ayos pour faire le même coaching, pour la même amélioration des recettes communales. C'est pareil. Vous allez voir, moi j'ai vu ça quelque part dans une commune où on avait une école primaire qui était conçue avec près de 14 salles de classe. Les enfants ont rempli, ils ont fait le maximum, ils n'ont rempli que 9. 6 autres qui étaient là, c'est les chèvres qui étaient dedans. C'était flambant neuf. Et quand tu posais la question, c'est le député qui a donné ceci. Tu dis pas que mais attends, il ne savait pas qu'il y avait ça. Parce que quand on voit que le bâtiment s'y est neuf, l'autre s'y est moins neuf, l'autre s'y est plus vieux. Donc on comprend bien que là c'est madame le maire qui a fait ça. Ici c'est le député tel qui a donné. Et là c'est celui qui exploite le bois là, l'exploitant là, c'est lui qui avait fait ça. Donc c'est comme ça qu'on avait 14 salles de classe dans un village où l'effectif des apprenants ne permettait même pas de remplir la moitié des salles de classe. Or, si dans la planification et développement, parce qu'on est en train de dire, pourquoi est-ce qu'on planifie à l'échelle locale? On avait eu à prendre le soin de penser posément, on aurait compris que, afin de pouvoir permettre que les investissements ne soient plus faits de manière désordonnée, on aurait compris qu'il y a à côté un autre village où le maître fait cours avec 6 CPMentaires dans une seule salle de classe. D'abord, j'explique ça ici. On est dans le Grand Nord. Nous, on voit souvent là-bas au sud les vidéos qu'on nous envoie. On voit souvent comment c'est grave. Ça veut dire qu'il faut vraiment planifier le développement de manière concertée pour éviter qu'on ait des situations où les gens ont trop ou plus qu'il ne faut, ou bien qu'on est mal programmé. C'est aussi pour ça que nous disons que c'est pour pouvoir mettre en fait à la disposition des élus locaux des documents qui leur permettent de bien faire leur plan. Il y a un maire qui me disait un jour, il a été maire de la commune de Ngoumou, le chef de département la Moko dans le centre. Il disait, monsieur Azebazé, je vais vous dire, je suis maire aujourd'hui, c'est grâce au document de planification. Et ce document-là, c'est mon PDC, parce qu'à l'époque là, on est dans les années 2009, c'est le PDC qu'on fait encore. Parce que vous ne voyez pas comment on dit PDC aujourd'hui, le nom là, dans les ancêtres, c'était d'abord PDC, avant de devenir PCD, comme ça revient encore à PDC. Et quand on a posé ça, mais monsieur le maire, comment est-ce que vous dites ça? Il dit non. Moi, quand je faisais ma campagne, quand j'arrivais dans un village, je ne réfléchissais pas. J'ouvrais le PDC, je regarde le nom du village, je vois tous les projets prioritaires qu'ils avaient dit pendant la planification. Quand j'ouvrais la bouche, je disais, je sais que vous avez besoin d'eau. Je sais qu'à tel endroit, tel quartier, vous avez besoin de telle salle de classe. Je sais que. Les gars me regardaient comme un marrant. Alors que j'avais simplement pris le temps d'ouvrir le PDC, de lire et de voir les besoins exprimés par les populations avant de m'y rendre. Ça veut dire qu'en fait, le dernier objectif là, mettre à la disposition des élus locaux un outil de planification, ça constitue le bien fondé de cette formation que nous vous donnons en développement et en planification. Maintenant, lorsqu'on parle du PRD, qui pourra devenir PDR, on se comprend. Mais lui n'a pas d'ancêtre. Hein. Il n'a pas d'abord été PDR avant de devenir PRD. Vous savez ça au moins, non? Parce que le PRD, c'est récent. Hein, c'est récent. Ça n'a jamais existé avant, pour l'autre là. Au niveau du PRD, il faut dire que les principes directeurs qui encadrent le PRD, notamment, ils ont vocation à fédérer les instruments de planification nationaux, c'est-à-dire régionaux et communaux, en un cadre cohérent de planification au niveau régional. Ils sont élaborés et validés par région, chaque région qui a son PRD. Et ils sont établis pour une durée aussi de 5 ans, un peu comme le PDC qu'on a évoqué tout à l'heure, sans oublier qu'ils sont spécifiques à chaque région en fonction des caractéristiques propres. Chaque région a sa particularité et sur la base de ça, il faut bien que son plan régional reflète les réalités endogènes, les réalités locales. Voilà un peu les principes qui sont importants de retenir pendant qu'on aborde le processus d'élaboration de ces documents de planification. Tout ça pour dire en conclusion que quoi?
que le processus de planification est une étape importante dans le développement d'une localité parce qu'il permet de mieux maîtriser la sociologie, l'identité et principalement les doléances réelles des populations à la base. Si tu ne fais pas la planification au niveau local, tu ne connaîtras pas à la base ce qu'on formule comme attente. C'est parce que tu le fais que tu peux connaître. Et ce processus devrait suivre des étapes fondamentales pour sa réussite complète et sa mise en œuvre efficace. C'est pourquoi les plans issus de ce processus représentent la boussole en matière de développement des collectivités à la base, tout en respectant les divergences et la spécificité de chaque peuple. Quand on est ici dans le Grand Nord, nous sommes ici à l'extrême nord. Ici, on est sur le plan de la composition sociologique de la population. On a des peuples qui sont Bororo, on a des peuples qui sont de telle origine, et ainsi de suite. Quand on est à l'est, on sait qu'on va avoir les Bantous, on va avoir aussi les Baka, qui sont des peuples autochtones. Quand on est de l'autre côté, vers Izeka, là-bas, dans le centre, ou bien au sud, là-bas, à Bipindi, Lolodof et autres, on sait qu'on aura encore d'autres peuples autochtones. Ça veut dire qu'en réalité, dans chaque région, on doit avoir ces spécificités qui ressortent, parce que les besoins que ces particularités sollicitent sont des besoins qu'on ne peut pas solliciter partout. Si toi, tu viens, tu mets un financement ici à Marouala, tu dis que c'est pour les peuples pygmées, les Baka. Toi-même, mon frère, dis-moi, tu vas avoir quel pygmée qui va recevoir un financement ici à Maroua? Par contre, si tu vas du côté de l'Est, si tu vas du côté du centre, si tu vas du côté du sud, où tu vas retrouver ces peuples, tu pourras facilement les retrouver et adresser les financements que tu as fait. C'est pour ça qu'on insiste sur ce respect de ces réalités endogènes. Voilà donc ce que nous pouvions dire en ce qui concerne les définitions que nous avions prévues pour vous. Sur ce, je vous remercie de n'avoir pas dormi. Merci beaucoup. Est-ce que jusque-là, il y a quelque chose qui était un peu difficile à comprendre? C'est vrai qu'on courait un moment, je rappais même. Mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez lever le doigt, je pourrai revenir dessus. Oui, madame. La différence entre le développement local et le développement communal. Oui. Merci. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de développement local, le développement local, en fait, ça renvoie au développement qui est fait dans une localité. Sauf que le local ici, très souvent, ça s'entend comme étant une aire géographique donnée, un espace géographique donné. Ça, c'est le local. Maintenant, dans ce local-là, tu peux avoir une aire géographique qui est d'envergure régionale. Tu peux avoir une aire géographique qui est d'envergure communale. On se comprend un peu? Donc, en réalité, par local, on voit l'aire géographique. Une aire géographique qui peut être dimensionnée séparément. Avant qu'on ne formate les travaux des anciens qui sont ici là, qui ont déjà suivi la planification, avant qu'on ne formate ça, la planification locale se comprenait comme étant la planification qu'on fait dans les villages qui sont dans les communes. C'était comme ça qu'on comprenait ça. Parce qu'on faisait le DPNV, il a prononcé le nom. Maintenant, ce n'est plus DPNV, c'est DNV. On a enlevé P. Donc, ce n'est pas participatif. C'est seulement niveau village. C'est ça qui est écrit. Donc, on va travailler sur le DNV ensemble ici. Donc, madame, par rapport à votre question, la compréhension, c'est celle-là. Par contre, donc, quand vous avez une planification communale, une planification régionale, tout ça, en fait, c'est des planifications locales, mais ce sont les aires géographiques qui diffèrent. Mais par le passé, on avait déjà intégré que, quand on disait planification locale, c'est la planification des villages. Mais c'est difficile d'intégrer ça parce que, à partir de 2010, quand on essaie de voir avec les transferts et le fait même que la plus petite entité territoriale décentralisée soit la commune, que ce ne soit plus les communautés, comme on avait intégré avant dans le processus. C'est pour ça qu'on avait les plans de développement locaux à l'époque, les PDL, qu'on faisait à l'échelle des communautés. C'est pour ça qu'on a suspendu ça. On a simplement commencé à avoir le plan qui est directement centré au niveau de la commune, même si on fait les diagnostics dans chaque village. Vous comprenez un peu, non, madame? Donc voilà la précision qu'on peut donner pour que la compréhension soit bonne. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. OK. Je pense que... OK. Merci pour la parole donnée. Ma question s'articule au niveau des documents de planification. Puisque selon la loi sur l'urbanisme, nous savons qu'il y a 4 documents de planification, à savoir le PDU, le POS, le plan de secteur, le plan sommaire. Mais maintenant, le plan de développement communal donc,
se retrouve donc dans quelle partie donc de ces... Pardon? Effectivement, se trouve donc dans quelle partie d'un document de planification? Puisque quand je parcours la loi, je ne retrouve pas cela. Je me pose la question, on le fait en dépit d'avoir maintenant les autres, ou bien, c'est-à-dire, on peut se doter, par exemple, d'un PDU et se doter en même temps aussi d'un plan de développement communal. Merci pour la question. Et je vois que c'est l'ingénieur du génie civil de la communauté urbaine de Marbre. Donc la question vient de la personne qui devrait la poser parce qu'il est tout le temps en contact avec cette question de planification urbaine. Avant de répondre à ça, j'allais dire que la présentation qui va suivre, c'est là. Elle répond à ça. Si vous permettez, dès que je fais, si après la question subsiste, on la soulève, on la remet sur la table et on répond à ça clairement. On se comprend, n'est-ce pas? Mais dites-vous déjà, avant qu'on entre dans ce que je vais présenter là tout de suite, dites-vous déjà que si depuis 2012, les circulaires du chef de l'État relatives à la préparation du budget d'investissement public, le BIP, jusqu'à 2024, précisent que les budgets des communes en matière d'investissement devraient s'inspirer des projets issus des plans d'investissement annuels inscrits dans les PCD. Si c'est la circulaire qui vient du très haut niveau, qui cite ça, les PCD, qui a contenu dans les PCD. Et ça va plus loin en disant les CDMT contenus dans les PCD. Au point où, je vais répéter la question, au point où les CCD qui sont ici, en fin d'année, il y a une équipe là, Minepat, Mindevel, qui s'associent souvent. Ils descendent dans chaque département, vrai ou faux. On dit 100 millions du Mindevel. Vous avez choisi de faire quoi? Quand vous dites, on veut faire un bloc de 2 salles de classe, on veut faire cela, on dit, le projet là c'est où? La source pour montrer que le projet là quelque part c'est quoi? Le PCD. Tu dois montrer l'endroit, tu donnes la page. C'est ça, non? Une note, page. Si l'État met ses employés en mission pour qu'ils aillent chercher à voir les pages, les numéros, avant de pouvoir autoriser qu'un projet ne soit maturé et réalisé dans le cadre des 100 millions que le Minevel donne, ça veut dire en réalité que ce document passe. Maintenant, vous avez posé la question sur comment ça coexiste avec les autres. J'ai bien compris la question. Hein. C'était ce qu'on appelle les prolégomènes. C'est-à-dire que j'ai amené simplement le sujet. Maintenant, on rentre un peu dans le cadre juridique. C'est exposé par le cadre juridique de la planification. Parlant de ce cadre juridique de la planification, nous avons cité ici un certain nombre de lois. C'est plutôt 4 même. La loi de 2004, base 03, 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun. Tonton, on est ensemble, non? Voilà. La loi de 2021, base 08, du 6 mai 2011, portant orientation de l'aménagement et développement durable. Moi, je veux que vous reteniez avec moi. Hein. Urbanisme, aménagement, développement durable. Après, décret numéro 26 septembre 2012, fixant les conditions tri, collecte, stockage, transport, récupération, recyclage, traitement, élimination des déchets. Et enfin, la loi 24 décembre portant code général des CTD. Donc, ce que nous allons partager avec vous ici, le socle juridique de ça, ce sont d'abord ces documents-ci. Maintenant, quand on essaie d'entrer dedans, si on commençait par une explication un peu, d'abord de manière terre à terre, avec la loi de 2004, qui fixe les règles générales sur l'utilisation des sols, qui définit les prévisions, les règles, les actes d'urbanisme, qui organise les opérations d'aménagement, la loi de 2011 sur l'orientation, l'aménagement, développement durable, qui nous permet de pouvoir au niveau national élaborer ceci, ce qu'on appelle les schémas nationaux d'aménagement et de développement durable du territoire, les SNAT, les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire, les SRAT, les schémas d'aménagement sectoriel, les plans locaux d'aménagement, les PLAT, plans locaux et de développement durable du territoire. Ça, c'est la loi là. Et puis nous avons maintenant ce décret du 26 septembre 2012
qui fixe toutes les dispositions relatives à la gestion des déchets au Cameroun et qui confère aux communes, aux communautés urbaines, la compétence relative à l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets, les PCGD, préalablement à tout investissement dans le domaine. C'est aussi la loi qui dit, ce n'est pas moi, je ne suis pas fort, je cite ce que la loi dit. Maintenant, après ceci, on a maintenant notre loi que nous connaissons tous là. Parce qu'on avait notre livre vert, on avait nos... Mais quand la loi s'y est venue, la loi de 2019, 24 décembre, portant code général STD, qui confère un inventaire assez large de compétences qui sont dévolues au CPD. Avant qu'on entre dedans, regardons d'abord ce petit document-ci. Parce qu'avec tous ces documents-là, parfois ça peut créer l'embouteillage dans votre esprit. On va essayer de regarder un peu ensemble. Ok, ce sont les lois que j'ai citées tout à l'heure. Maintenant, de ces lois-là, quand on prend par exemple le PLAT ici, le plan local d'aménagement et développement du territoire, c'est une déclinaison à l'échelle locale, communale, qui peut être communale ou intercommunale, du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, le SRAT. Ça, c'est le schéma qui est régional. Au niveau supérieur, lui-même qui est une déclinaison du schéma national, ce qui est au-dessus, le SNAT qu'on a cité au départ, qui consiste en la mise en œuvre d'une planification physique locale, entendue comme communale ou intercommunale, corrigeant les disparités naturelles ou celles liées au développement par la recherche d'une répartition judicieuse, équilibrée et aussi intégrée que possible des hommes, des activités de production, des infrastructures, des équipements et l'ensemble du territoire. Vraiment, ça c'est le long français. Ce que moi j'ai compris en français facile, c'est que quand on dit le PLAT, ça rentre dans les documents d'aménagement du territoire, le PLAT. Et c'est au niveau plus bas. Avant le niveau local, là, il y a ce qu'on a appelé le SRAD, qui est le schéma régional d'aménagement du territoire. D'ailleurs, pourquoi? C'est la loi qui porte sur l'aménagement qui a institué ces documents-là. Sachant qu'au niveau supérieur, le premier niveau, il y a le schéma national. Vous comprenez un peu, non? Bien. Maintenant, le PLAT a pour vocation de permettre qu'on puisse procéder à une affectation. Généralement, quand on élabore les plats, les communes qui ont eu à avoir ce document, ils vont voir qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la carte du futur. On essaie de présenter dans le plat comment est-ce que les espaces doivent être aménagés dans le futur, dans la commune, pour qu'on évite d'avoir des désordres. Un peu comme c'est souvent le cas. C'est pourquoi avec les plats, on peut retrouver exactement ce qu'on a fait pour le positionnement des infrastructures, des équipements sur l'ensemble du territoire communal. Ça, c'est avec le plat qu'on essaie de retrouver ça. Pour continuer un peu à expliquer plus, il faut savoir que les plats ne sont préparés qu'en cas de besoin et leur initiative peut avoir une ou plusieurs origines. Voilà les différents cas de figure où on peut arriver à avoir un plat. Le gouvernement qui propose un projet qui aura besoin sur l'utilisation des terres dans une ou plusieurs communes, par exemple, d'une nouvelle infrastructure routière, un barrage hydroélectrique, ainsi de suite. Ça peut être en raison de ça, on se retrouve à devoir faire ces plats pour éviter qu'on ait des positionnements d'infrastructures qui se retrouvent dans des zones qui vont devoir être affectées à des équipements bien précis. La deuxième raison, ça peut être l'établissement d'une réserve foncière ou d'une nouvelle aire protégée, d'une concession forestière par exemple. Ça peut nécessiter aussi ça. On parle de ce qui peut susciter l'élaboration de ça. Ça peut être un processus de planification territoriale qui est porté simplement par des institutions, ou ça peut être une commune qui identifie des opportunités d'investissement et de croissance et qui sollicite ça. Mais il est important de savoir que le plat s'étale sur un horizon de 25 ans. C'est un horizon de 25 ans afin de pouvoir planifier le développement et que les plats doivent faire l'objet d'une révision tous les 5 ans. Je suis sur le document de la base là. Et c'est ça que je suis quand je parle du plat. Et que l'approche territoire-village est une méthodologie participative qui est utilisée quand on élabore le plat. Ça, il y a beaucoup d'outils là-dedans et tout. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Je voudrais simplement continuer en disant que le plat ne procède pas directement à la programmation des équipements, mais il oriente dans le cadre de leur implantation. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que parce qu'on a un plat,
qui prévoit qu'on fasse telle chose à tel moment, on doit le faire. Il oriente, mais il n'impose pas que l'investissement se fasse à tel ou à tel moment, parce que ce n'est pas un document de programmation. Pour que les gens comprennent très bien. Ensuite, il faut savoir que le PLAT procède bien à l'affectation et l'estimation des superficies nécessaires pour les équipements, mais sans entrer dans la programmation détaillée de leur réalisation. Le PLAT définit les besoins en foncier pour les équipements à l'échelle du territoire, tandis que les DPU, les documents de planification urbaine, eux, ils définissent leur mise en œuvre au niveau urbain avec des exigences précises sur les emplacements et les conditions d'urbanisation. Là, on va voir un peu ce que le POS et le PSU ont prévu pour nous. Ici, là, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que lorsqu'on parle de ces documents, là, je suis avec la loi de 2004 qui régit l'urbanisme. C'est un peu flou là où vous êtes là. Mais ici, là, nous avons les ODD qui sont ici. Nous avons ici la vision 2035 du Cameroun. Nous avons les différentes lois. Tous ces aspects doivent être pris en compte lorsqu'on procède à l'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme, un PDU. Et lorsqu'on procède à cette élaboration, on prend cela en compte. Cela nous amène, lorsqu'on élabore les plans d'occupation des sols ou les plans sommaires d'urbanisme ou encore les plans de secteur, à être certain que leur élaboration a été suffisamment calquée sur ce schéma. Parce qu'il faut comprendre qu'il existe plusieurs actes d'urbanisme. Vous connaissez très bien de quoi il s'agit exactement. Mais je voulais ici, en citant ce texte, rappeler que comme vous avez dit, effectivement, il y a 4 documents, pas plus, en ce qui concerne la loi. C'est ça qui est prévu. Seulement, au moment de leur élaboration, il faut être certain qu'on s'est assuré qu'ils ont été élaborés en conformité avec les éléments au niveau stratégique, la vision du Cameroun, les ODD et tout, pour qu'on ne soit pas en train d'aller un pas à gauche, un pas à droite. Maintenant, vous remarquez bien que ces documents de planification urbaine, que ce soit le plan directeur d'urbanisme, que ce soit le plan d'occupation des sols, ou encore le plan sommaire d'urbanisme, ou encore le plan des secteurs. Entendez vous-même, plan des secteurs, plan d'occupation des sols, occupation des sols, plan d'urbanisme, plan sommaire. Dans chacun de ces documents, on est dans la matérialisation des espaces, la spécification des espaces, les affectations des espaces. Mais le développement d'une CTD, ce n'est pas que les affectations des espaces. C'est aussi la création de la richesse. La création de la richesse qui intègre le volet socio-économique. On se comprend un peu. C'est la raison pour laquelle une commune, bien que disposant de certains documents de planification urbaine, comme le POS, a le devoir d'avoir aussi un plan de développement communal. Parce que le plan de développement communal va être ce document englobant qui va lui permettre aussi de planifier les investissements en ce qui concerne le volet socio-économique, en ce qui concerne le volet infrastructurel. Parce que tous les documents de planification, ok, oui, d'accord, le POS, plan d'occupation des sols, a dit que là, c'est la zone des marécages, là, c'est les cimetières, là, c'est les stades, là, c'est les infrastructures qu'on va construire pour les institutions, délégation. Ok, le POS a dit ça, d'accord, on construit tout ça avec quoi? Il faut l'argent. Pour qu'on ait l'argent, il faut la richesse. Il faut donc la construction des hangars de marché. Il faut donc que les gens fassent le commerce. Or, pour avoir la construction des hangars de marché, pour avoir le commerce qu'on fait, pour avoir les travaux publics, pour avoir ça là, dans le plan, on prévoit ça. Vous voyez, c'est pour ça que tous ces documents-là, une commune peut disposer à la fois d'un PDC, elle a son plan de secteur, elle a son plan d'occupation des sols, sans qui comptabilité. Au contraire, la bonne utilisation de tous ces documents de planification lui permet d'être plus efficace dans son développement. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a aucune contradiction, aucun antagonisme entre ces différents documents. Et ça, c'est ce que je voulais relever en disant, voilà nos documents là, plan directeur d'urbanisme. La loi prescrit 4 documents de planification urbaine. Toi et moi, on n'a aucun problème, non? Voilà. Parce que je ne veux pas un problème avec le MINDU ici aujourd'hui. Voilà. Les 4 sont là. Nous, on n'a pas ajouté quelque chose. Sauf qu'on reconnaît qu'à côté de ces documents, il y a maintenant le document institutionnel qui est le plan de développement communal, qui lui aussi, cette fois-là, touche les autres aspects. Quand vous prenez le plan de développement communal, il y aura un cadre logique de développement urbain et habitat. Dans le cadre logique de développement urbain et habitat, on va dire s'il existe un poste ou pas. On va même dire s'il faut actualiser les données ou pas à l'intérieur. Vous voyez un peu, ça va vraiment beaucoup aider. D'accord. Et puis, ça, c'était ce que nous voulions dire. On aura aussi, en ce qui concerne ces plans d'occupation des sols, des plans de zonage et tout ce qui va avec. Bref, le support de cet élément vous sera remis. Il était question pour nous qu'on puisse un peu échanger sur ça. Mais déjà, disons qu'en ce qui concerne le PDCU, qui nous amène à passer 5 jours ici, le plan
de développement des communes et des communautés urbaines, c'est la loi du 24 décembre 2019 qui nous positionne dans ça. Avant, c'était PCD. Maintenant, la tutelle qui régit les communes, qui est le Mindevel, a commis ce nouveau guide et a dit qu'on appelle maintenant ça PDC, on appelle comme ça. Maintenant, le but de ce document, c'est effectivement, ainsi que pour les communautés urbaines, de présenter les défis de la commune, de la communauté en matière de développement et de voir comment mettre en œuvre dans une certaine période, une période qui est quinquennale, tout ce qui peut permettre son développement en partant d'une situation de référence. Ça, c'est un petit schéma qui montre simplement comment, au niveau d'ici, on a les différents documents, ici, là, qui sont faits et que tout cela converge vers la commune qui doit, en élaborant son cadre de développement, son cadre de dépenses à moyen terme, qui va conclure l'élaboration de son budget. En fait, on a essayé de faire ce schéma pour montrer comment, quand on parle de tout ce qui existe, notamment, nous avons appelé ça le développement urbain, ainsi que l'aménagement du territoire, en vert, là, c'est l'aménagement du territoire, en orange, c'est le développement urbain, ainsi que les orientations sectorielles en bleu, tout ce que nous prenons en compte pour pouvoir procéder à l'élaboration de ce que nous appelons au niveau communal, le cadre de dépenses à moyen terme, qui nous permet d'être certains que les budgets communaux sont réalisés en prenant en compte toutes ces particularités. Voilà un peu ce que nous voulions comme ça dire en ce qui concerne ce que nous avons appelé le cadre juridique de la planification au Cameroun. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Mais il était question après ça qu'on prenne quelques questions, si jamais. Parce que s'il n'y a pas de questions, ça peut être que soit vous n'avez rien compris. Rien. Rien. Et là, moi, j'ai les techniques pour connaître si vous avez compris. Et là, alors, que tu vois comment quelqu'un qui est gros devient petit parce qu'il fait comme ça pour ne pas être vif. Je connais. Parfois, ça peut être que vous... Hey, madame, pardonnez-moi. Je vous assure, je ne vois pas. Non, attends, je nettoie mes lunettes. C'est un problème de vision. Je nettoie mes lunettes. Vraiment, j'ai fait fort. Elle lève la main devant moi, je ne vois pas. Je mets le mouchoir, je ne sais pas où j'ai mis. Madame, pardonnez-moi, je vous donne la parole. Vraiment, j'ai dérangé. J'ai dérangé. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Bon, la première fois que j'ai voulu intervenir, que vous ne m'avez pas vu, c'est quand la dame a intervenu sur l'intercommunalité. Parce que je voulais compléter en disant que l'intercommunalité se limite au cadre départemental et que s'il faille que la commune de Boura coopère avec la commune de Sa, ce n'est plus l'intercommunalité. Oui, oui, ce n'est plus l'intercommunalité, c'est la coopération décentralisée. Voilà. Bon, aussi. Oui. Non, par exemple, Gazawa peut faire l'intercommunalité avec Marois Premier ou avec Bogo. Oui. Mais c'est plus l'intercommunalité. Dans vos propos, quand moi je vous ai entendu, c'est comme si avant il n'y avait pas de planification dans les territoires. C'est comme si ça c'est un nouvel outil. Bon, moi premier abord, j'ai juste l'impression que c'est le nom qui a changé. Parce qu'avant on planifiait. Presque toutes les communes ont un document de planification. Mais le problème maintenant, c'est l'implémentation de ce document. Et quand est-ce qu'on l'implémente? Est-ce qu'il y a eu peut-être... moi, mes attentes ici, d'abord, c'est peut-être l'approche. Il faudrait qu'on ait une approche comparée entre le PCD d'avant, le PCD et maintenant le PDC. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qui a changé? Là, ça peut nous donner une meilleure appréciation. Parce que, enfin... Quelqu'un ne va pas forcément lire tout le document. Hein. Oui, vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on ait un peu une approche comparée des deux. Et voir aussi comment donc imposer amener les maires à implémenter vraiment ce PCD. Ce PDC,
Et puis, il faut aussi voir le lien avec le budget programme, parce que le budget programme aussi demande une programmation. Comment est-ce qu'on gère ces deux-là en même temps? C'est un peu ça que je me demande. Ok. Nous, on est là, on va répondre. Mais, oui, si tu ajoutes d'abord sur beaucoup, parce que d'abord donné beaucoup là, j'ai peur que nous on oublie. Mets au frigo. On ouvre ça dans quelques minutes. Et non, on n'ajoute pas encore, parce que j'ai peur d'oublier. Ok. Donc, madame a posé ces questions, il faut qu'on lui apporte des éléments de réponse. Il n'y a pas de souci. Première des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en ce qui concerne la planification, il y avait toujours la planification avant. Elle se faisait. Sauf qu'elle se faisait sur la base d'un guide. Un guide qui nous permettait d'élaborer un document dont le titre était Plan communal de développement. C'était ça. Aujourd'hui, le ministère en charge, qui a la tutelle au niveau des communes, le Mindevel, a estimé que ce guide-là avait déjà fait son temps. Et que dans le dit guide, il y avait certains éléments dont on pouvait se passer. Ils ont estimé qu'il fallait qu'on simplifie un peu plus le guide qui permet d'élaborer ce plan communal. Et en sollicitant cela, ils ont commis un consultant qui a travaillé avec une équipe des responsables du Mindevel et ils ont commis un document final qui a été appelé Guide d'élaboration du plan de développement communal, du développement des communes et des communautés urbaines. Et ils ont dit désormais, voici le document qui est valable. Mon frère, quand tu as l'ancien billet de 1000 francs, on te dit qu'à partir du 12 novembre, c'est le nouveau billet-ci qui est en vigueur. Tu continues de résister, pourquoi? Tu fais tout pour entrer en possession du nouveau billet de 1000 francs. Parce que eux là qui ont dit ça, ils donnent 100 millions chaque année depuis 4 ou 5 ans aux communes, sans sauter. Si l'année-ci, en fin d'année 2025, ils disent que pour manger nous 1 franc dans les 100 millions, on veut que ton PDC, j'ai dit si, je n'ai pas ce qu'ils ont dit, que ton PCD soit arrimé PDC et que ce soit fait sur la base du guide. Ça veut dire que si tu n'as pas, tu perds. On se comprend un peu. Donc il y a une obligation à s'arrimer aux institutions. Quand c'est demandé, on doit le faire. Vous comprenez, non, madame? Maintenant, pour ce qui est de votre sollicitation qui voudrait que, peut-être de temps en temps, on peut dire avant il y avait, après il y avait. Dans notre mandat, on ne nous a pas demandé de faire ça. Parce que si on veut faire ça, on va prendre au moins 14 jours. Il connaît. La formation en planification, c'est au moins 14 jours. Vrai ou faux? Il connaît. Monsieur le SG de la commune de Kola, qui est ici, qui vient d'entrer, il a suivi ça dans le centre. Il connaît, c'est 14 jours. Donc si on veut commencer à faire ça, on va prendre 14 jours. Et ça va vous éparpiller dans la compréhension. C'est pour ça qu'on est obligé de rester focus sur le guide pour que vous compreniez ce qu'il faut comprendre. Vous comprenez, madame? Si on se permet de avec le PCD, ça ne va pas vous aider. Quand vous aurez le temps, vous pourrez lire, ou bien de manière personnelle, vous pourrez poser des questions en dehors de l'atelier. Nous, on est là, les consultants, mon collègue et moi, on peut apporter des réponses sur ça. Ça va vous aider. Maintenant, la dernière question qui portait sur les ODD. C'était ça? Ok. Voilà, sur le budget programme. Non, on va arriver sur ça. C'est dans les séquences, c'est prévu. On va vous dire où on intègre ce genre d'éléments dans la budgétisation. Sauf que on est encore dans le premier jour du module introductif. Vous comprenez, non, madame? Ok. Oui, d'aller doucement. Ok. Ok, c'est d'accord. Il est quelle heure? Ok. Nous allons donc donner la parole à M. Olinga qui va vous entretenir sur le positionnement du PDC dans la chaîne PPBS. Bonsoir à tout le monde. Ok, je me suis présenté tout à l'heure, Élisée Olinga Ateba. Donc, lui et moi, nous sommes des très très vieux collègues sur les questions de développement. Il y en a ici, je ne sais pas qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas. Je suis aussi un ancien cadre du PNDP. J'ai été formateur pendant près de 13 ans dans la région de l'Est. Ok. Donc, je vais rapidement vous entretenir sur le positionnement du PDC, PDCE dans la chaîne PPBS. Et on va faire de même avec le PRD.
il y a eu beaucoup de débats tout à l'heure par rapport à l'appellation et autres. Ce que je voudrais dire déjà aussi, c'est que le PDC, c'est le nom, PCD, c'est le nom que vous allez retrouver dans la loi, dans les textes. PDC, c'est dans le manuel qu'on le retrouve. Et je ne pense pas que celui qui dit PDC ou bien qui dit PCD soit en train d'être hors la loi. Pour le moment, on a un guide nouveau qui montre, le guide montre le cheminement, le nouveau cheminement, les nouvelles étapes, les grandes sections, les grandes parties, c'est l'opérationnel. C'est toute la différence avec ce qui se faisait avant. Donc, que ça ne nous trouble pas trop pour ce qui est de la mise en œuvre. Maintenant, avant que je n'entre aussi, je voulais ajouter un peu de sel à la réponse qui a été donnée à la question de mon ami de la communauté urbaine de Maroua sur la différence entre les plans de développement et les documents de planification urbaine. De manière assez simple, les documents de planification urbaine, eux, ils se limitent dans les villes. Or, les plans de développement, eux, ils tiennent en compte l'ensemble du territoire. Et l'autre chose qui est intéressante et qui est fondamentale, c'est que les uns sont des documents de politique. Parlons du PDC, PDCE dans la chaîne PPBS. La chaîne PPBS, je crois que nous la connaissons bien. Donc, la chaîne PPBS, c'est la chaîne planification, programmation, budgétisation et suivi. Donc, attendez, je vais mettre le diaporama à partir d'un diapositive actuel. OK. Donc, dans la chaîne PPBS est la succession d'éléments qui composent l'ensemble des liens existants dans le processus de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation. Je crois qu'il est revenu en détail sur les différentes définitions de ces concepts. Mais en français facile, j'aime beaucoup le français facile. En français facile, quand on fait la planification, on est dans une vision stratégique. Une vision stratégique qui s'inspire des besoins d'un diagnostic réel. Il ne tient pas compte de la disponibilité des ressources. Donc quand vous planifiez, vous ne pensez pas à où est-ce que vous allez trouver les ressources pour réaliser. Non. Vous regardez seulement que le terrain a tel problème, voici ce qu'il faut faire, et voici l'orientation qu'on prend. Maintenant, quand on va dans la programmation, on rentre dans l'opérationnel. On va s'intéresser aux ressources. Après ça, on passe au budget. Et quand on a fini de faire notre budget, on passe à la mise en œuvre. Et quand on met en œuvre, on fait suivi. Donc, la chaîne PPBS, là voici que nous avons schématisé, comme vous voyez au tableau. Nous avons la planification en haut, nous avons la programmation, nous avons la budgétisation, nous avons le suivi. Maintenant, au niveau de la planification, qu'est-ce qu'on fait? On définit les programmes et actions, on fixe des objectifs de performance à long et moyen terme. Après ça, on passe à la programmation. Dans la programmation, on définit les activités et les tâches à réaliser dans le court terme. On assure leur maturité de ce qu'on fait dans la programmation. À ce niveau, pour programmer, on va dans le plan, on prend les priorités. Vous savez, dans le plan, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prend tout. On ne cherche pas à savoir si on a les ressources. Mais dans la programmation, on traite en termes de priorités et de ressources disponibles. On assure leur maturité. Après quoi, on va à la budgétisation. Budgétisation, c'est faire le budget. Et là, on s'assure de notre bonne déclinaison budgétaire avec les autorisations d'engagement, les crédits de paiement, tout ce que vous savez dans ce sens-là. Et pour finir, on a donc notre suivi, évaluation. Donc, suivre l'évolution vers l'atteinte des objectifs, tirer les enseignements, permettre de se réajuster. Après ça, ça recommence. Donc, dans toutes les institutions, c'est ce modèle qui a été arrêté par l'État. Maintenant,
À l'échelle locale, le code de CTD indique entre autres que les cadres de dépenses à moyen terme, donc comme les dépenses à moyen terme, nous sommes déjà dans la programmation. Les cadres de dépenses à moyen terme de la commune ou de la communauté urbaine est établi en tenant compte du plan de développement de la collectivité territoriale concernée, préalablement adopté par l'organe délibérant. Là, vous avez ça à l'article 373, alinéa 3 du Code général des CTD. Les programmes communaux s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles sont définis au niveau local. Là, et au niveau de l'article 409, c'est l'alinéa combien encore là? Je n'ai pas, j'ai oublié d'écrire. OK. Donc, sur la base de cette gamme d'outils de planification définie par la loi, un positionnement du plan de développement de la commune ou de la communauté urbaine par rapport aux différents outils de la chaîne PPBS d'une part et aux instruments de planification et de développement à l'échelle nationale peut être construit. Donc, au niveau national, donc quand on tient compte de la chaîne en tenant compte du niveau national, nous avons donc cette présentation-ci. Vous avez sur la première colonne là-bas les maillons. Les maillons, non, nous avons les maillons comme ceci, la planification, la programmation et la budgétisation. Et là, les échelles d'intervention nationales, régionales et communales. Il est question pour nous ici de vous montrer à quel niveau se trouvent nos plans de développement. Donc, ils sont à la base. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que les plans de développement sont la déclinaison au niveau communal ou communauté urbaine de nos documents de planification nationale, qui sont la vision Cameroun 2035, qui veut qu'en 2035, nous soyons émergents, n'est-ce pas, et unis dans notre diversité. Ça, c'est la vision, le plus grand document de planification de l'État du Cameroun. C'est la vision 2035. Donc, tout ce qu'on va faire, que ce soit dans une commune, dans un village ou n'importe qui va le faire, doit s'inscrire dans cette logique-là, dans cette stratégie-là. Maintenant, cette vision va se décliner en stratégie nationale à l'horizon 2030, SND 30. Et dans la SND 30, vous avez beaucoup d'autres orientations qui sont dedans. Et la SND 30 elle-même encore se décline en stratégie sectorielle. Chaque secteur a sa stratégie. On va parler du document de stratégie du secteur rural. Là-bas, vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez les forêts et faunes, tout ça. Vous avez, quand vous allez au niveau du développement urbain, vous allez trouver une stratégie sectorielle. Vous allez au niveau de l'eau et de l'énergie, vous trouvez une stratégie sectorielle. Toutes ces stratégies qui sont conformes à la stratégie nationale de développement, à la SND 30, qui elle-même est conforme à la vision Cameroun 2035. Maintenant, au niveau local, nous faisons donc la déclinaison. C'est-à-dire, la commune va dire, OK, voici l'orientation que l'État a prise. Il faut que je contribue à la réalisation de cette stratégie nationale. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? C'est donc ça qui est compris dans le plan de développement au niveau de la commune ou alors de la communauté urbaine. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, le plan de développement, c'est la déclinaison au niveau local. Dans la vision 2035, vous n'allez pas voir, par exemple, écrit on va construire un puits d'eau équipé de pompes à motricité humaine dans le village X ou Y. Vous n'allez pas voir ça écrit. Ou bien qu'on va construire un marché dans tel espace urbain, un marché de telle dimension. Vous n'allez pas voir ça là-bas dedans. Mais au niveau de votre plan communal de développement ou bien plan de développement communal ou alors de communauté urbaine, vous pourrez trouver des éléments comme ceux-là qui sont la déclinaison, la contribution, j'aime parler comme ça, la contribution de votre CTD à la mise en œuvre des stratégies au niveau national. Donc,
que bien qu'on soit décentralisé, au niveau des communes, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Même si un conseil municipal s'assoit, tous les 25 ou 45 ou 60 combien de conseillers sont d'accord, prennent une délibération qui est contre les prescriptions réglementaires, elle est nulle et de nul effet, n'est-ce pas? Ok. Ça suppose que dans le travail quotidien que vous faites, vous vous inspirez de ce qui est déjà arrêté au niveau national. C'est la même chose au niveau de la programmation et au niveau de la budgétisation. Donc, au niveau de la programmation, nous avons ce qu'on appelle les CBMT, cadre budgétaire à moyen terme. On aura l'occasion de voir ces concepts. Et les cadres de dépenses à moyen terme. C'est vrai que c'est dans le cadre de la budgétisation par programme qu'on en parle un peu trop. Mais même quand on fait la planification, on prévoit ces éléments de programmation. Et puis, on finit avec les programmes. Aujourd'hui, l'État a arrêté les programmes au niveau des communes. Ils sont au nombre de 4, n'est-ce pas? Je crois que ça doit couler de source. Programme 1 de la commune, de CTD, c'est quoi? C'est quoi? Programme 1. Oui, programme 2. Tu es devant moi. Moi, j'aime beaucoup te donner la parole. Programme 2. Ah. Programme 2, madame. Au niveau des collectivités. Ça s'appelle comment? Eh, madame. Et ça ne finit pas là. Et donnez-moi tout le nom. Non. Qui l'aide? Elle a bien commencé. C'est grave, vous ne connaissez même pas les programmes de vos communes ou de vos collectivités, oui. Ah. Programme 3. On a quoi? Non, c'est même pas ça. Ça, c'est le programme 2. Programme 3. Madame, vous pouvez quand même nous aider cette fois-là, non? Je n'entends même pas. Vous dites culture, sport, appui à la jeunesse, ça commence directement culture. Il y a quand même un mois avant, non? Qui veut l'aider? Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse. Et le programme 4, un grand. Ah. Donc, c'est 4 programmes qui sont déjà arrêtés au niveau national pour les collectivités territoriales décentralisées. Qu'on soit au niveau d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'une région, ce sont les 4 programmes. Les 3 premiers sont des programmes opérationnels et le 4 est ce qu'on appelle un programme support. Ok. C'est pas trop ça la raison de... On va pas trop s'attarder sur ça. J'allais déjà vous poser la question, quelle est la différence entre un programme support et un programme opérationnel? Mais on va s'arrêter, on va parler jusque-là pour le moment. Donc, voici donc la position de notre plan de développement à l'échelle nationale, dans la stratégie, la chaîne PPBS au niveau national. Donc, vous voyez bien sa position ici. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Le schéma nous montre également la même réalité avec le PRD, le plan régional de développement. Parce que ce sont 2 documents qui disent la même chose. Hein. C'est pas parce qu'on dit que c'est au niveau de la région et que l'autre est au niveau de la commune que ça veut dire que c'est différent. C'est juste, la différence fondamentale, c'est juste au niveau des compétences qui sont transférées. La commune, la communauté urbaine élabore son plan de développement en tenant compte des compétences qui lui ont été transférées par l'État. Et vous savez que les compétences qui ont transféré aux communes, les communautés, aux communes, oui, parce que les communautés urbaines, beaucoup, il y a un responsable de communauté urbaine qui disait que ils n'ont pas de compétences qui leur ont été expressément transférées. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Ils ont aussi des compétences. Donc, un des compétences que l'État a transférées.
Et les compétences qui sont transférées à la région sont différentes de celles qui sont transférées aux communes. Et vous savez que les communes, les CTD, il n'y a pas de grandes CTD et de petites CTD. Toutes les CTD se valent. On est d'accord, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne répondez pas, c'est comme s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Et que comme c'est placé ici, là, on va se dire que le PRD, le plan de développement de la commune, est une déclinaison au niveau local du plan régional de développement. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce n'est pas ça. Le président du conseil régional n'est pas le patron des maires. Vous savez ça, non? C'est les petites choses qu'il faut comprendre et retenir une fois pour toutes. Le président du conseil régional n'est pas le patron des maires. La loi est claire, les collectivités territoriales se valent. Maintenant, la seule chose que la loi nous dit, c'est que les programmes communaux doivent être en cohérence avec les programmes régionaux. Et c'est pour ça que déjà, l'État a arrêté les mêmes programmes pour tout le monde. On se comprend, non? Un jour, je suis allé, j'étais dans une commission, dans un groupe de travail qui était chargé de l'élaboration d'un plan régional de développement. Et pendant une séance de restitution, il y a un groupe qui s'était mis au travail et ils sont venus nous présenter un peu ce qu'ils ont fait. On constate qu'à l'intérieur, c'est au plus de projets. Donc, en fait, ils ont fait une collecte, parce qu'ils avaient d'abord demandé une collecte des plans, des PDC, des PCD qui existaient. Ils ont fait une mise en commun, une extraction des projets. Et puis, on retrouvait dedans tout ce qui était prévu dans les communes. J'ai commencé par attirer leur attention sur les compétences du conseil régional et les compétences des collectivités. Et quand ils l'ont fait, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il n'y avait aucun projet. Parce que les communes, quand nous on accompagnait les communes, on tenait compte des compétences qui leur sont transférées. Du coup, c'est difficile pour un conseil régional de retrouver des projets qui lui sont propres à l'intérieur. Mais il peut s'inspirer. Pourquoi? Parce que ça vous donne une situation globale de développement. Je prends un exemple. On parlait tout à l'heure des projets intercommunaux, n'est-ce pas? On a intercommunaux. Avant même d'aller à intercommunaux, on a ce qu'on appelle les intercommunautaires. Si vous avez le village A, qui vous dit, mon projet prioritaire, c'est que donnez-moi un point d'eau potable. Le village B vous dit, donnez-moi un point d'eau potable. Le village C, un point d'eau potable, ainsi de suite. Au lieu de faire 10 points d'eau, vous pouvez rassembler tout ça et leur faire une bonne adduction d'eau. Ça résout tout le problème. Donc, un seul projet, mais qui résout le problème de tout le monde. Je ne sais pas si on se comprend bien. La même chose peut être faite au niveau régional, en fonction de leur niveau de compétence. Donc, ils ne vont pas venir discuter la construction des petits points d'eau avec les villages, les communes et tout ça. Quand un conseil régional mène une action ou finance un projet, ça doit être un projet d'envergure. Et c'est pour ça que la loi a été claire. On leur a donné, par exemple, on leur a donné les lycées, on leur a donné au niveau de l'environnement, c'est bien précis. Au niveau de la santé, on leur a donné les hôpitaux régionaux, les hôpitaux des districts. Pardon? Les quoi? Oui, tout ce qui est au-dessus là. Vous voyez un peu. C'est des projets pratiquement de même nature, mais d'envergure. Vous voyez un peu. Dans un village, on a besoin d'un centre de santé, un centre de santé. Eux, ils peuvent venir, ils font par exemple une annexe. L'annexe de l'hôpital régional. Le plateau technique est nettement plus grand que ce qu'on a dans ces petits trucs-là. Mais ça vous permet, les plans communaux de développement vous permettent de voir où est le besoin, comment il se fait ressentir. J'espère qu'on est en train de se comprendre. Mais chacun est à son niveau. Vous avez compris la différence? Donc, tout ce qu'on a dit,
Donc, lui, le plan régional de développement est la déclinaison au niveau régional, suivant les compétences transférées à la région de la stratégie nationale SND 30 et de la vision 2035. Alors que le PRD, le plan de développement communal, lui, est la déclinaison au niveau commune. Et vous verrez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille des infrastructures est différente. Prenons un peu l'exemple des routes. Au niveau des routes, les communes s'occupent de quel type de route? Allons-y. Les routes communales, c'est trop vague. Dans les routes communales, on a quoi dedans? Hein? Les routes départementales ne font plus partie de la nomenclature. On a dans la nomenclature, maintenant, on a les routes communales, on a les routes régionales et on a les routes nationales. Maintenant, quand vous allez dans les routes communales, il y a une typologie là-dedans. Il y a, par exemple, il y a les pistes agricoles, il y a les voiries urbaines. Voici deux exemples que je vous ai donnés. On se comprend, non? Et quand la commune a fini de faire ses routes, les pistes agricoles, les voiries, la région vient maintenant vous faire une route régionale qui vous permet d'aller peut-être de votre commune ou bien de votre département vers un autre département. Vous comprenez un peu la complémentarité, non? Mais ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. L'État a bien réparti les tâches et chacun a son travail bien précis. C'est vrai que j'ai souvent vu beaucoup de communes qui s'amusent encore à programmer des actions dans leur budget en rapport avec les lycées, les hôpitaux de district et autres. C'est vrai que les programmes sont là. Ils sont vraiment là, souvent. Au niveau local, le proviseur, quand ça chauffe là-bas, la personne qui est plus proche de lui, c'est le maire. Il vient, il voit le maire, et ainsi de suite. Mais c'est hors la loi. Le maire n'a pas à financer les lycées, encore moins les hôpitaux de district. Ça se faisait avant, quand les régions n'étaient pas mises en place. Il faut bien que quelqu'un apporte un appui, ainsi de suite. Mais les régions sont là maintenant, et ce sont les régions qui s'en occupent. Donc, la première chose que je demande toujours aux collectivités, c'est de bien maîtriser quelles sont les compétences qui vous ont été transférées, parce que ce n'est que dans ce sens que vous allez travailler. Donc, je ne vais pas tirer de long en large. Le reste là, il y a des slides après là, qui racontent un peu tout ce que je voulais vous raconter là. Mais sinon, la substance, là, voici. Il y avait un autre schéma, là, toujours en rapport avec le conseil régional, qui est la même chose, hein, qui est la même chose, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Donc, vous avez vu le positionnement du plan régional de développement dans la chaîne PTBS. Donc, nous avons les schémas nationaux d'aménagement durable du territoire, schéma régional d'aménagement durable du territoire. Donc, ce sont les documents qui s'écoutent et qui doivent rester cohérents les uns avec les autres. Donc, je crois qu'on va un peu s'arrêter là. Si c'est qu'il y a des préoccupations, on pourra les prendre. Question? Oui, madame. Ok. Je commence par la fin. Ou alors prenons d'abord la différence entre le territoire et le terroir. Qui peut nous aider à faire la différence? On dit le territoire, on dit le terroir. Qui peut nous aider? Oui.
Ok. Moi, j'aime souvent les définitions terre à terre. Comme au village. Territoire, terroir. En français facile, hein? Hein? En français facile. Qui est de Marois premier ici? Qui est de Marois premier, par exemple? Vous êtes de Marois premier. Vous habitez quel quartier ici? Hein? Au quartier ici même, oui. Quand vous décidez de sortir, vous allez jusqu'où? Vos activités, vous les faites où? Dans la ville. Vous faites vos activités dans la ville, dans l'ensemble de la ville, ou bien... Bon, donc tu n'es pas le bon exemple. Bon. En fait, je voulais vous expliquer ça terre à terre. Le territoire, par exemple. Si on dit, vous êtes de Marois premier, n'est-ce pas? Ça, c'est votre territoire. Mais quand vous allez regarder, nous avons souvent un outil en développement participatif qu'on appelle la matrice, la carte de mobilité. Vous voyez? Qui montre où est-ce que vous allez pour faire quoi. Vous voyez, non? La zone dans laquelle vous faites vos activités, vous menez vos activités quotidiennes, c'est ça qu'on appelle le terroir. Mais le reste de l'espace, c'est votre territoire. Vous avez compris la différence? Le terroir, c'est l'espace, le territoire dans lequel vous faites vos activités. Mais le territoire, c'est l'ensemble de l'espace auquel vous appartenez. Comme on peut dire que nous sommes les Camerounais, n'est-ce pas? Mais votre terroir, c'est Marois premier, par exemple. Vous comprenez la différence maintenant? Hein? Ok. Donc, c'est bon la définition. Maintenant, quand on vient au niveau de la stratégie, la vision Cameroun 2035, pays émergent, on a cité un certain nombre de choses, unis dans la diversité. Prenons l'exemple du côté uni dans la diversité, où on va voir les questions de tribalisme, vivre ensemble et tout ça là, n'est-ce pas? Quand vous commencez à mener les activités ici, vous avez à l'esprit le fait qu'en 2035, l'État a dit qu'on doit être unis dans notre diversité. Il y a 200 combien de langues au Cameroun. Mais en 2035, tout le monde doit être uni. Un et indivisible, comme le président aime souvent le dire, n'est-ce pas? Donc, au niveau local, chaque action que vous faites, vous devez vous rassurer qu'il n'y a même pas une trace de tribalisme qui entre dedans. On se comprend, non? C'est votre contribution. Si vous faites ça ici, Marois deuxième fait, Marois troisième fait, les Pitois, toutes les autres régions, partout, on fait la même chose. À la fin, on va atteindre cet objectif stratégique de développement que l'État a fixé. C'est un exemple simple que je viens de prendre. J'espère que c'est bon. N'est-ce pas? Si par exemple encore l'État a dit, bon à l'époque, on disait souvent santé pour tous en 2020, en l'an 2000. Bon, on va pas parler comme ça. Hein? Mais je prends un exemple pour qu'on se comprenne. Hein? Non, quittons le domaine de la santé. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça y est. Allons un peu au niveau de l'éducation de base, où on dit que tout le monde doit être alphabétisé, par exemple. Ça fait même partie des ODD, des objectifs de développement durable, n'est-ce pas? Alors, au niveau local, vous prenez, l'État a d'abord décidé de la gratuité de l'éducation de base, n'est-ce pas? Maintenant, vous, au niveau local, votre contribution, c'est quoi? Vous devez vous rassurer que les écoles sont créées, les écoles sont construites, il y a des enseignants de qualité qui sont chacun à leur travail, à leur poste, et que les populations inscrivent les enfants à l'école. Vous vous assurez que les enfants qui sont inscrits terminent leur cycle scolaire normalement et autres. C'est ça votre contribution qui permettra qu'après là, l'objectif que l'État a dit que à ce moment, on ne devrait plus avoir les problèmes d'alphabétisation au Cameroun ont été atteints. Donc c'est votre contribution. Je ne sais pas si c'est bon, hein? Ok. Il y a encore une préoccupation. Si mon français est trop fort, vous me dites.
Moi, je suis un gars du village. J'aime souvent ramener les expressions faciles. Hein? Si c'est encore trop fort, vous me dites, hein, on va voir comment ramener encore pour que tout le monde comprenne. C'est bon? Tout le monde a compris la position des plans de développement communaux et des plans régionaux de développement dans la chaîne PPBS. Tout le monde a compris. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, vous allez faire des documents qui, à un moment donné, vont être rejetés. Rejetés parce qu'ils ne sont pas en cohérence avec les politiques nationales. Même si vous êtes un opposant, vous faites d'abord ce qui est arrêté. Sinon, on ne valide pas. Et vous ne pouvez pas utiliser, vous gaspillez votre argent, vos ressources pour rien. C'est bon? Ok. Oui, maman. Applaudissez d'abord fort pour elle. Elle pose beaucoup de questions. Ça veut dire qu'elle est très participante. Applaudissez pour elle. C'est comment? Vous êtes chiche? Oui. Programmation, budgétisation, suivi. La mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources, c'est au niveau de la budgétisation. En fait, disons même que il est entre non, c'est au niveau de la budgétisation parce que on mobilise les ressources pour le budget immédiatement. Non. Non. Et c'est là où ça devient une très bonne question, ce qu'elle pose là. Ça, c'est le budget, l'approche de budgétisation par les moyens qui nous a menés à réfléchir comme ça. Quand on est dans la chaîne PPBS, la première chose qui nous intéresse, ce sont nos objectifs, ce sont nos priorités de développement. C'est ça qui oriente les actions. Je veux faire quoi? Maintenant, c'est urgent pour moi. J'aime toujours demander aux gens. Vous arrivez dans une communauté, un village A. Ils vous disent que leur projet prioritaire, c'est que vous leur faites un point d'eau. N'est-ce pas? Le maire change. Il revient. Même si on n'aimait pas le premier maire là. Quand vous leur demandez le besoin, ils vont vous dire quoi? Ils vont toujours vous dire que le point d'eau non. Parce qu'ils n'ont pas l'eau à boire. Ça, ce sont les questions de développement participatif. On va revenir sur ça. On va un peu revenir sur cette question quand on va parler du diagnostic niveau village. Vous allez souffrir, on va prendre un peu de temps pour que vous compreniez cette question-là. Vous voyez. Donc, ici, on commence par définir la priorité. Parce que tant que vous ne donnez pas la priorité, vous ne permettez pas à une communauté de suivre sa priorité de développement, elle ne sera jamais d'accord avec vous. J'ai une histoire que j'aime souvent raconter quand je parle de ces choses. C'est une histoire vraie. Une fois, on a donné un financement dans une commune. Et le maire a dit que lui, sa priorité pour son mandat, c'est l'éducation. Le maire aime bien ça. Hein? Ma priorité, c'est l'éducation. L'autre, c'est l'eau potable. L'autre, c'est ceci. Donc, quand il y a un financement, orientation première vers l'éducation. Donc, l'allocation est venue. On a donné le temps, la liberté d'aller choisir avec les communautés, les projets de développement. Et voici, dans un village, il a décidé de construire un bloc de 2 salles de classe. En réalité, le village avait un problème. Hein. Il y avait une école créée à cycle complet, mais qui n'avait pas de salle de classe. Mais, dans l'échelle, l'ordre de priorité des communautés, ils avaient dit, nous, on veut d'abord priorité des priorités, un point d'eau potable. Ensuite, le bloc de 2 salles de classe. Ensuite, ainsi de suite. Le maire a dit, ma priorité dans mon mandat, c'est les salles de classe. Il a envoyé une salle de classe là-bas, oubliant de donner le point d'eau. Dès qu'il a fini de construire, le délégué départemental a fait affecter un instituteur là-bas, formé. L'instituteur a porté sa famille, il est venu au village s'installer. Quelques temps après, ses enfants et lui-même ont commencé à tomber malades tout le temps. Quand ils vont faire les examens, c'est des problèmes
maladie liée à l'eau. Il n'y a pas l'eau au village. Il prend les traitements, mais quand il rentre au village, obligé de boire. Première chose, d'abord, il a porté sa famille et l'a ramené en ville. Deuxième chose, lui-même, il est allé s'installer en ville. Vous savez comment ça se passe souvent. Je viens d'abord tous les lundis, je rentre les jeudis. Après un jour, tu es là, tu es fatigué. Tu viens le vendredi. Après une semaine passe, ainsi de suite. Finalement, quand vous-même vous réalisez, la priorité aurait été quoi? Est-ce que le maire a bien fait de construire une salle de classe là-bas? Vous comprenez un peu la différence, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Et comme je dis souvent aux gens, le plus important, surtout pour l'éducation par exemple, c'est pas le fait de fréquenter dans une salle bien construite que ça veut dire que vous êtes avancé. Hein. Si vous avez un élève, un enseignant qui enseigne sous l'arbre, comme on dit souvent, mais fait des bons résultats, et vous avez un autre qui est dans un bâtiment bien construit et qui ne donne pas les bons résultats, de vous à moi, vous allez envoyer vos enfants fréquenter haut. Sous l'arbre, non. Là où il y a les résultats, non. C'est pour dire que ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici, quand on parle de chaîne PPBS, on est dans gestion axée sur les résultats. On commence par l'objectif, la priorité, et les ressources doivent pouvoir nous permettre d'atteindre notre priorité. Si à la fin de l'exercice, on n'a pas réussi à atteindre la priorité, on reporte le projet, on reporte le crédit à l'exercice suivant. Ce sont les innovations que la budgétisation par programme vous a apportées. Ok, je crois qu'on a beaucoup tiré. Là, si on arrête ici, vous allez dire qu'on n'a pas parlé de PPBS ce soir. Hein? Si on arrête ici, vous allez dire qu'on n'a pas parlé de la chaîne PPBS. Tout le monde sait comment positionner ça dans le schéma, non? Au niveau national. Sur ce, je vais vous remercier de n'avoir pas dormi tôt et d'avoir été très attentif. Merci. Ok, je pense que nous avons fini avec le programme. Excusez-moi un peu. Je crois que nous avons couvert ce qui était prévu pour la journée. Donc, la cérémonie d'ouverture, nous l'avons faite. Nous avons engagé avec le module 1 les 3 premiers exposés. Définition des concepts et objectifs de la planification. Nous avons ensemble vu le cadre juridique de la planification. Et enfin, nous avons vu quel est le positionnement des plans de développement communaux, communautés urbaines, régionaux dans la chaîne PPBS. Donc, je pense que sur cette base, on peut se dire que les objectifs de la journée ont été atteints. Maintenant, demain, ce sera une autre journée qui sera un peu chargée parce que on va probablement commencer à introduire quelques exercices. Il faudrait donc que nous nous reposions bien, que nous serons là à l'heure. Et ceux qui doivent nous présenter le rapport, faites l'effort d'être là un peu plus tôt, avant les autres. On peut regarder le rapport un peu avec vous avant que vous ne le présentez, parce que vous allez restituer ça demain devant les autres. Et les noms, c'est... Les noms, s'il vous plaît. Je ne suis même pas. Hein. Honorine... Bon, Honorine, c'est Bafout. Et le voisin, il est sorti. Pardon?
Hein? Dixia. Monsieur Dixia. Donc, c'est l'équipe des rapporteurs. Demain matin, on va faire une équipe, on va constituer des équipes fixes, des rapports pour le reste des journées, pour que chacun sache déjà quel jour il va faire le rapport. C'est un bon exercice, il ne faut pas souvent fuir ces choses-là. Vous allez rentrer ici, votre maire ou quelqu'un va vous dire, votre chef hiérarchique va vous dire, faites-moi un rapport. Et ça va vous surprendre. Vous voyez, non? Donc, quand on vient dans un atelier comme ça, c'est aussi l'occasion. Parce qu'avant que vous nous venez présenter, on va regarder avec vous. S'il y a des petites choses qui ne donnent pas, on va vous montrer comment arranger. Et c'est toujours quelque chose de nouveau que vous aurez appris. Donc, il ne faut pas fuir ces choses. Et ces rapports-là, il faudrait les saisir. Vous avez les ordinateurs, non? Donc, il faudrait que ce soit saisi parce qu'on va projeter ça ici demain. En sortant, donc, vous allez vous diriger. C'est placé où? Ah, sur le mur, oui. Donc, chacun va prendre le marqueur et va faire une évaluation de la journée. Vous avez vu, c'est anonyme. Donc, dites, soyez franc, soyez vrai. Ça nous permettra aussi de nous améliorer pour la journée de demain. Et il y a encore quoi? Il n'y a pas de repas de clôture. On va se séparer autour d'un repas. 7h30. Hey, c'est ça qui est dans le... Ah, le petit déjeuner, c'est 7h30. Je croyais que c'était le travail en salle. Ok. Donc, 7h30, petit déjeuner ici.